devant une réalité, je dirais, aussi crue, aussi brutale, il faut, je crois, réaffirmer, sans essayer de négocier quoi que ce soit, nos convictions. C'est pour ça que je vais aborder 3 thèmes. Le premier, c'est évidemment sur la position de principe que nous devons défendre. Le deuxième, c'est sur l'importance de déconstruire les idées reçues et de proposer un contre-discours. Et puis enfin, le troisième, je me permettrai, puisque Jean m'y a invité, de vous expliquer un petit peu l'une de nos actions phares en ce moment pour l'Organisation pour une citoyenneté universelle et Utopia, qui est la proposition d'un nouveau traité international et qui rejoint les préoccupations qui viennent d'être dites. Alors, d'abord, la position de principe que nous devons défendre, le droit inconditionnel à la migration pour tous. Il n'y a pas d'autres positions à défendre selon moi. Oui, nous sommes pour l'ouverture des frontières. Oui, nous sommes pour la liberté de circulation et d'installation. Et oui, nous sommes pour le droit à la migration pour tous comme un droit inconditionnel. C'est une position de principe qu'on ne peut pas négocier. On ne peut pas commencer en disant, je vais le développer tout à l'heure, mais on ne peut pas commencer en disant on est favorable à la liberté de circulation et d'installation parce qu'au final, l'équation économique est favorable. Ça, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que, y compris si l'équation économique était défavorable, nous serions favorables de façon inconditionnelle à la liberté de circulation et d'installation. Nous revendiquons la migration comme une richesse qui est intrinsèquement liée à l'histoire de l'homme. L'origine même de l'homme se trouve dans la corne de l'Afrique. Après, tout le reste, c'est quoi? C'est des rencontres, c'est de la migration, c'est une pigmentation différente liée au contexte naturel. C'est tout, rien de plus. Donc, là encore, nous devons affirmer sans cesse que le fait d'appartenir à la même humanité donne accès à des droits sans condition et que cela prime sur le lieu de naissance, sur le territoire, évidemment, de naissance. L'être humain a des droits inaliénables, parce que c'est un être humain. Et d'ailleurs, c'est reconnu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Dans les droits inaliénables, il y a le droit à la migration. Je rappelle simplement, vous la connaissez tous, mais ce n'est pas grave, l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Toute personne a le droit de quitter son pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Une fois qu'on a dit ça et qu'on a affirmé ça avec force, l'ouverture des frontières, ça ne veut pas dire effacement des frontières. Ça ne veut pas dire uniformisation des cultures. Je dirais même que c'est l'inverse. C'est parce que je vais pouvoir franchir une frontière librement ou accueillir un migrant que je vais me construire et assumer une identité qui est plurielle. Et pour faire référence au premier temps que nous avions eu avec Lilian Thuram et le petit garçon qui est venu sur la scène vendredi soir, je vais pouvoir revendiquer une identité plurielle parce que je suis à la fois français, à la fois algérien et à la fois calaisien. Et tout ça, ce n'est pas incompatible. Je suis l'addition de ces 3 identités. Exercer sa citoyenneté au niveau local, c'est pouvoir revendiquer une langue, c'est pouvoir revendiquer une culture, c'est pouvoir cultiver des coutumes. Et tout ça ne peut se faire que dans un monde qui est bienveillant, que dans un monde qui est fraternel et que dans un monde qui est forcément ouvert. Et cette co-construction d'une identité qui est à la fois singulière et à la fois commune, elle est par nature incompatible avec la clandestinité. Alors, je reprends simplement une phrase qui m'a marqué de l'écrivain qui était là hier, qui s'appelle Gazmen Kaplani et qui nous a dit « Le migrant est le miroir de nous-mêmes ». Donc je trouve que c'est quelque chose de relativement fort. Donc sur cette question de liberté de circulation et d'installation, pas de négociation sur le principe. C'est une position que nous devons sans cesse défendre. Dans le même mouvement que nous avons cette position de principe, je crois qu'il faut revenir effectivement sur un certain nombre d'idées reçues à déconstruire et affirmer une sorte de contre-discours. Tenir aujourd'hui un contre-discours dans notre société, c'est un acte politique fort. Donc c'est important de tenir ce contre-discours, c'est important de pouvoir faire entendre une autre voix sur cette question de la déconstruction des idées reçues. Là, simplement 3 petits points. Premièrement, la responsabilité historique des pays du Nord. Deuxièmement, les questions économiques, mais je n'y reviendrai pas puisque ça a été développé hier par David Flachet notamment. Et enfin, la mise en perspective du phénomène migratoire. Simplement pour nous donner quelques arguments clés. La responsabilité des pays du Nord. Ne pas oublier notre passé colonial. Ne pas oublier notre passé colonial et la manière dont nous avons pillé méthodiquement
les pays du Sud et installer des dictatures. Donc aujourd'hui, la fragilité économique et la fragilité institutionnelle d'un certain nombre de pays est directement liée à cette histoire-là. Donc ne pas oublier cette histoire. De la même manière, vous y avez fait allusion sur l'agriculture. Dans le monde aujourd'hui, vous avez 1 milliard de personnes qui souffrent de la faim. 1 milliard de personnes. Sur ces 1 milliard de personnes, vous avez de façon paradoxale 800 millions d'agriculteurs qui souffrent de la faim dans le monde aujourd'hui. Lié à quoi essentiellement? Lié à la politique agricole des États-Unis et de la politique européenne qui empêche une véritable souveraineté alimentaire des pays du Sud. Pourquoi? Parce que nous faisons des subventions à l'exportation. Je prends souvent l'exemple du poulet subventionné en France que nous exportons sur les marchés locaux en Afrique en dessous du prix de production local, ce qui conduit évidemment à un exode rural. Voilà. Donc nous avons une responsabilité directe, y compris dans ce qui se passe ailleurs et dans le fait qu'aujourd'hui nous n'arrivons pas vers une souveraineté alimentaire et en tout cas une autosuffisance alimentaire. Évidemment, vous l'avez évoqué sur le dérèglement climatique, responsabilité criante des pays du Nord. La moitié des émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui dans le monde, c'est la Chine, les États-Unis, l'Europe. La moitié, 50%. Selon le scénario du GIEC, qui a fait plusieurs scénarios, le plus probable, c'est en 2100, une montée des eaux de 1 mètre. 1 mètre de montée des eaux. Une personne sur 8 dans le monde sera directement touchée par cette montée des eaux. Ça veut dire 800 millions de personnes. Donc forcément, il y aura, à un moment donné, des déplacements de population, même si ce ne sera peut-être pas d'un pays à un autre, n'empêche qu'il y aura des déplacements de population et qu'à l'origine de ces déplacements de population, il y a une responsabilité criante de l'Europe, des États-Unis et de la Chine dans, encore une fois, les émissions de gaz à effet de serre. Ça, ce sont évidemment les premiers arguments qui sont des arguments sur la responsabilité historique. Argument économique, je n'y reviens pas. Simplement, David en a parlé hier, simplement quand même, les chiffres, les additions n'ont pas été faites hier, donc je me permets 45 000 expulsions par an. 26 000 € le coût d'une expulsion. Voilà. Donc 1,2 milliard par an pour les expulsions. Sans compter, on nous l'a dit aussi, le coût des 45 000 qui ont été emprisonnés et qui n'ont pas été expulsés. Rappelez-vous, donc 1,2 milliard, rappelez-vous l'OFPRA hier, budget annuel de l'OFPRA, 40 millions d'euros par an. Voilà. Donc ce sont des choses qu'il faut avoir en tête aussi en termes d'arguments économiques. Dernière chose sur ce volet-là, la mise en perspective du phénomène migratoire. Important les chiffres qui ont été rappelés tout à l'heure. 3,1% de la population mondiale migre. Bon, ok, c'est important, mais c'est quand même loin d'être généralisé. Et à l'intérieur, ça a été rappelé aussi, 80%, peut-être un peu moins maintenant, mais 80% sont des migrations sud-sud. 20% sont des migrations nord-sud. Important à rappeler. L'appel d'air, le fameux appel d'air. Là aussi, hier, il s'est passé quelque chose en termes d'arguments qui est très important. C'est le directeur de l'OFPRA qui nous explique que lui n'y croit pas. Donc ça tombe bien, ça va dans notre sens. Enfin, c'est le seul truc qui allait dans notre sens. Mais quand même, c'est quand même important à souligner. Donc l'appel d'air, selon lui, est un mythe. Et selon nous aussi, c'est une fable. Rappelons-nous, en 90, on nous avait dit quoi? Chute du mur, vous allez voir. Populations vont déferler sur l'Europe de l'Ouest. Il n'y a pas eu de déferlement sur l'Europe de l'Ouest. En 2003, en Espagne, en Italie, régularisation de 634 000 sans-papiers. C'est en 2005, en Espagne, qu'il y a eu une régularisation de 690 000 sans-papiers. Aucune étude n'a montré qu'il y a eu un afflux des sans-papiers de France vers l'Espagne ou des sans-papiers de France vers l'Italie pour se faire régulariser. Il n'y a pas eu d'appel d'air à ce moment-là. Donc, là aussi, il faut que nous puissions avoir un discours fort sur cette question de l'appel d'air. Et puis, je me permets, puisque Jean l'a dit, on a appris beaucoup de choses pendant ces 3 jours, de rappeler un chiffre, moi, qui m'a vraiment marqué, sur les demandes d'asile. Je crois que ça a été dit hier, je ne sais plus par qui, mais sur les demandes d'asile. Là aussi, pour déconstruire. C'est-à-dire que l'Angleterre, 0,5 demandes d'asile pour 1000 habitants. 0,5. La France, 1 demande d'asile pour 1000 habitants. La Suède, 8 demandes d'asile pour 1000 habitants. Là aussi, ça remet en perspective un certain nombre de choses. Donc, réaffirmer notre position de principe sans négocier. Deuxièmement, la bataille se joue aussi sur la déconstruction des idées reçues et de proposer un contre-discours. Et enfin, troisièmement, et ce sera mon dernier point, c'est il faut changer la norme. Voilà, il faut changer la norme. C'est ce que vous faites effectivement
essayer de faire avec ces dialogues qui ont eu lieu à l'ONU. Nous proposons à Utopia, au sein de l'Organisation pour une citoyenneté universelle, une initiative qui est de se battre pour un nouveau traité international sur les migrations. Nous avons un certain nombre d'initiatives de façon modeste que nous essayons de prendre avec, David l'a présenté hier, l'Organisation pour une citoyenneté universelle, donc qui est composée d'Utopia, d'Emmaüs International et de France Liberté. Alors nous défendons dans les forums sociaux mondiaux, le dernier c'était à Tunis il y a quelques semaines, un grand moment, je crois. Nous défendons donc un certain nombre de grandes initiatives. J'en cite deux que je ne développerai pas ici, mais qui sont des initiatives importantes. La première, c'est de défendre un réseau des villes qui propose une citoyenneté de résidence. Un réseau des villes au niveau mondial. Je m'explique. New York, par exemple, ils ont délivré des sortes de cartes de citoyenneté locale qui permettent d'accéder à un certain nombre de droits concrets. Je peux utiliser les services municipaux, aller à la piscine, je peux emprunter des bouquins, je peux faire garder mon enfant, etc., etc., etc. Donc l'idée derrière ça, c'est de se dire, on va essayer de mettre en réseau un certain nombre de villes dans le monde et qui défendent une même citoyenneté de résidence et qui changent concrètement la vie des migrants quand ils se trouvent dans ces villes-là. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est le passeport de citoyenneté universelle. Donc je pense que vous êtes toutes fait prendre en photo là-bas, voilà, donc qui est aussi une initiative du mouvement Utopia. Je remercie d'ailleurs Anthony de ce qu'il fait. Et donc qui permettra à terme, pour les pays qui le reconnaissent à sa frontière, de pouvoir franchir librement une frontière et de pouvoir s'installer. Là aussi, tout à l'heure dans le débat, je vous expliquerai peut-être où nous en sommes. Et enfin, dernière initiative que je vais un tout petit peu plus détailler, c'est sur le nouveau traité international. C'est pour l'instant un projet, et que nous espérons en tout cas le faire signer par un certain nombre de pays, malheureusement pas des pays européens, peut-être en dehors de la Grèce, peut-être, mais tout de même. Et il s'agit, je crois, d'une démarche unique dans l'histoire. On est allé voir les institutions internationales, l'UNESCO, l'ONU. On est allé voir un certain nombre de pays qui potentiellement peuvent être intéressés par cela. J'en ai parlé, la Grèce, la Tunisie, l'Équateur, l'Argentine, etc., pour qu'ils essayent de nous soutenir. Nous sommes allés voir évidemment les acteurs de la société civile mondiale qui sont en pointe sur cette question pour nous aider à écrire, à négocier et à porter ce projet là où il faut. Alors, ce nouveau traité, ce serait quoi ? Ce serait un nouveau traité qui dit 5 points rapides. Premier point, c'est sur mon territoire, aucun être humain est illégal. Ce qui veut dire que je n'ai pas de centre de rétention sur mon territoire. Je signe ce traité, je n'ai pas de centre de rétention sur mon territoire. Je signe ce traité, je ne peux pas criminaliser un migrant, le mettre en prison parce qu'il est migrant. Voilà. Donc ça, c'est le premier point qui est fondamental. Deuxième point, évidemment, si je signe ce traité, j'ai accès à des droits. Et donc, du coup, je ratifie ou j'applique la Convention internationale du droit des travailleurs migrants et de leurs familles. Là, c'est un point qui est très important. Donc, c'est une manière de remettre à l'ordre du jour cette signature qui, aujourd'hui, on vous l'a dit, n'a été signée et ratifiée que par 48 pays. Et encore, certains ont émis un certain nombre de réserves sur un certain nombre de dispositions qui sont dans cette convention internationale. Troisième point, c'est la question du droit d'asile en élargissant la question du droit d'asile aux déplacés climatiques. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui serait important également. Et enfin, quatrième point, je supprime les visas, on va parler tout à l'heure, entre pays signataires. Donc je crée un espace de liberté de circulation et d'installation entre pays signataires, y compris si je suis sur des continents différents. Donc ça, ce serait aussi une première. Et enfin, dernier point, en contrepoint de l'OIM, je crée une organisation internationale mixte, paritaire, entre la société civile et les pays. Aujourd'hui, pourquoi pas l'OIM ? Parce que l'OIM est essentiellement financée par les États-Unis, est essentiellement une organisation qui n'est pas au sein de l'Organisation des Nations Unies. Donc il faut absolument pouvoir proposer une nouvelle organisation sur les questions migratoires. Donc concrètement, ce projet de nouveau traité pourra non seulement modifier, changer les conditions de vie des migrants dans les pays concernés, mais aussi ça montrera une autre voie au monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que l'ensemble des pays dits puissants, dits développés, eh bien, sont dans une voie qui est totalement différente. Nous devons montrer un autre chemin. C'est aussi ça l'ambition. Même si ce traité est signé par 3 pays, 4 pays, 5 pays, 15 pays,
Ce n'est pas la question. Il faut pouvoir dire au monde, voilà, une autre voie existe. C'est possible. Et d'ailleurs, on va vous démontrer que c'est possible et on va vous démontrer que la migration est une richesse. Enfin, je rajoute une autre dimension en vous écoutant, ce qui m'a fait penser, c'est que le fait que ce traité, qui aura force de droit, sera co-rédigé à la fois par des représentants d'États, donc de la démocratie représentative, mais aussi par de la société civile, eh bien, est en soi une forme de transgression et une forme de rupture. Parce qu'ici, on n'imagine plus la société civile comme un lobby, on n'imagine plus la société civile comme une influence, mais on imagine que la société civile est partie prenante dans le fait qu'elle produit elle-même du droit, et de façon directe et de façon réelle. Donc c'est l'idée de marquer une rupture dans la manière dont on exerce sa citoyenneté, dans la manière dont on exerce la démocratie. On élargit finalement le cadre de la représentation et de la légitimité, puisque produire du droit n'est plus l'apanage simplement des États, mais serait aussi l'apanage donc de la société civile qui aurait son mot à dire. Je conclus, Jean. Voilà. En disant, je conclus. Non, simplement, je veux absolument conclure. Pourquoi ? Pour remercier notamment le Chanel. Voilà. C'est-à-dire que le combat qu'on entreprend, même si, bon, la tonalité est optimiste, en vrai, c'est quand même pas simple, c'est pas gagné, le combat sera long. Je dirais même que ce qu'on entreprend peut apparaître presque démesuré, les rapports de force sont inégaux, et aujourd'hui, ils ne sont pas en notre faveur. Mais je crois que ces 3 jours, eh bien, ça nous a donné une force supplémentaire. Et que la formule du Chanel est une formule assez magique, c'est-à-dire qu'on a eu une succession de poètes, évidemment de personnes engagées, de musiciens, de causeries, de professionnels aussi engagés, de militants. Et je crois qu'on a réussi, en tout cas quelque chose de précieux, c'est une transmission d'humanité par du sensible. Donc pas simplement par du flux, mais aussi par du sensible. Et au-delà de la communion, au-delà des moments assez incroyables qu'on a vécus et qu'on a partagés ensemble, je crois que ce qu'on a vécu nous a permis de nous projeter dans un univers, de construire notre propre univers et de ne pas être simplement en réception. Et c'est en cela qu'on n'a pas simplement écouté et appris, mais c'est en cela que tu disais, ça nous a transformés. Et je crois que l'action transformatrice du Chanel est une transformation magique. Donc merci le Chanel de ce que vous avez fait. Nous ressortons d'ici avec davantage d'envie, d'enthousiasme, d'énergie et de détermination. Et j'espère qu'il y aura une saveur de l'autre numéro 2. Merci encore.